Le docteur Serge Tuech est le seul chirurgien au monde à avoir jamais publié une série de 167 transplantations hépatiques en auteur solitaire et unique. En comparaison, aucun CHU belge n'a atteint ces chiffres de 167 transplantations hépatiques adultes à la date où je vous parle. Par exemple, l'hôpital Erasme à Bruxelles affiche sur son site, ici comme on le voit sur cette capture d'écran, n'avoir fait que 200 transplantations adultes et enfants réunis à la date d'aujourd'hui. Cela veut dire qu'ils ont au maximum 150 transplantations hépatiques adultes. Et ils sont par ailleurs incapables de publier eux-mêmes cette série, de manière comme je l'ai fait. C'est à cause de ce génie très particulier du docteur Serge Tuech qu'il élève à la hauteur même de savant que le Ku Klux Klan, qui est une création d'Albert Pai Ashkenaz, qui est aussi le père de la franc-maçonnerie, représenté à l'Université libre de Bruxelles par les professeurs Jean Klasterski et Janos Fruling, qui dirigent dans cette université, ont fait dès le début de la formation des chirurgiens du docteur Serge Tuech des imprécations très particulières pour le tuer, pour l'assassiner, afin de priver l'humanité des apports très particuliers qu'un savant de ce niveau peut apporter à l'humanité sur tous les domaines. Ces imprécations pour assassiner le docteur Serge Tuech ont été renouvelées en août 1998 par les professeurs Jean Klasterski et Janos Fruling à l'Institut Jules Bordet, où le docteur Serge Tuech se trouvait pour sa 4e année de spécialisation. Et cet événement extrêmement grave a été fait publiquement et est connu de tout le monde à l'Institut Bordet, en particulier du professeur Jean-Claude Pector, qui est le chef de service de chirurgie et responsable de la formation du docteur Serge Tuech à cette époque-là. Il apparaît sur la publication que nous voyons ici. Il est toujours vivant pour en témoigner. Pièce numéro 1. Nous voyons sur cette lettre, reçue de l'Ordre des médecins du Hainaut, en haut à gauche, Ordre des médecins du Hainaut, adressée au docteur Tuech, en haut à droite, Monsieur le docteur Tuech, datée du 15 juillet 2020, je lis: Honoré confrère, le bureau a pris connaissance de votre courriel en date du 7 juillet relatif au docteur Klasterski. Nous communiquons votre courrier au Conseil de Bruxelles et Brabant-Wallon, dont dépend le docteur Jean Klasterski. Veuillez agréer, honoré confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments confraternels. Pour le bureau, le secrétaire qui signe, c'est le docteur P. Pendezil, qui a signé en bas à gauche. Et en bas à droite, le président faisant fonction, docteur Jean-Marc Bourgeois, J.M. Bourgeois. Et donc, c'est l'Ordre des médecins du Hainaut, c'est-à-dire Mons, en Belgique. Pièce numéro 2 que nous allons lire, celle-ci. C'est la lettre que le docteur Tuech envoie pour faire appel devant l'Ordre des médecins. Elle date du 28 juillet 2001. Donc, c'est écrit première ligne Bordeaux, à gauche, en haut. 28 juillet 2001, en haut à droite. Au magistrat président du conseil d'appel de l'Ordre des médecins. Il s'appelle Michel Ligaud. C'est un juge de la cour d'appel de Liège qui préside le conseil des médecins à l'Ordre des médecins, au conseil d'appel. Le titre c'est au magistrat président du conseil d'appel de l'Ordre des médecins, plainte contre Jean Klasterski et Caroline Depute. La lettre que nous lisons ici, il y a 2 points. Premier point, tentative d'assassinat du docteur Serge Tuech par séquestration empoisonnement au CHU Saint-Pierre et à la clinique Fonroy
du 10 au 21 septembre 2020. Deuxième point, vol et destruction du diplôme de médecin du docteur Serge Tuech au CHU Saint-Pierre. La dernière ligne, c'est signé docteur Serge Tuech et ma signature, c'est tout. Donc c'est un rappel d'une plainte, de la plainte qui date, c'est des plaintes qui ont été renouvelées à plusieurs reprises et ici, les appels ont été faits et ça n'a jamais été jugé ni en première instance, ni en appel, ni au niveau du Conseil national, ni en cassation, hein, parce que le Conseil d'État et la Cour de cassation ont le pouvoir pour casser des décisions que l'Ordre des médecins aurait pu rendre. Mais aucune décision n'a jamais été rendue à la date d'aujourd'hui, surtout ce que nous avons raconté jusqu'à présent. L'actuelle série de vidéos que nous allons faire très patiemment, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, vise à convaincre l'humanité que l'Université libre de Bruxelles n'est pas une université, que c'est une fausse université, et qu'elle est donc dirigée par une unité de Ku Klux Klan, et que pour cette seule raison, elle cesse d'être une université, parce que l'université ne peut pas... La franc-maçonnerie même ignore que le Ku Klux Klan est une œuvre de la franc-maçonnerie, hein, et elle devient fausse et inutile pour cette seule raison, la franc-maçonnerie, et a fortiori l'université aussi. Troisième pièce que nous allons lire, c'est celle-ci, c'est l'Ordre des médecins. C'est une lettre que je reçois de M. Benoît de Gemep, le 24 mars 2021 du Conseil national. Donc tout en haut au milieu, on voit Ordre des médecins, Conseil national. En haut à droite, on voit Bruxelles, 24 mars 2021. Juste en dessous, on voit Monsieur le docteur Serge Tuech. Et puis la lettre se lit: Monsieur le docteur, le bureau du Conseil national a bien reçu votre dernière lettre datée du 16 mars 2021. Votre courrier relatif au docteur Caroline Deput et Jean Klasterski a été transmis pour disposition au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon. Signé tout en bas, Benoît de Gemep, président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Conseil national. Les Français ne voient peut-être pas qui c'est, mais Benoît de Gemep, c'est le plus grand juge que la Belgique ait jamais connu. C'est lui qui était le procureur de la République, qu'on appelle en Belgique procureur du roi, dans l'affaire Julie et Mélissa, il y a une trentaine d'années, qu'on appelle l'affaire Marc Dutroux. Et c'est grâce à lui qu'on a attrapé Marc Dutroux, qui est un terrible criminel pédophile belge. Et c'est grâce à lui qu'on a jugé Marc Dutroux. Et c'est grâce à lui qu'on a condamné Marc Dutroux. Et c'est encore grâce à lui que Marc Dutroux est toujours en prison aujourd'hui. En France, il n'y a plus de juges aujourd'hui, hein. Les juges sont faux. Comme par exemple François Molens, qui est le procureur général à la Cour de cassation, hein, et les autres juges français, c'est tous des faux juges. Nous allons parler de ça aussi dans cette vidéo. Nous allons prendre au courant de ces vidéos plusieurs exemples concrets. Premier exemple, le docteur Jean-Pierre Elanga a été assassiné par le Ku Klux Klan. Il avait lui aussi reçu des imprécations et des menaces de mort de ce genre-là. On appelle ça en France le suicide policier. Ça veut dire qu'un policier t'assassine et on maquille ça comme un suicide. C'est-à-dire les autres policiers viennent et disent que oh, c'est un suicide. Voilà. En France, il y a eu ça. Il y a un cas très célèbre. Pierre Bérégovoy ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné par son garde du corps et son chauffeur. J'ai fait au début de ce mois de septembre plusieurs vidéos pour expliquer ça. Voilà. Donc c'est le premier assassinat. Moi-même, le docteur Serge Tuech qui vous parle, si je n'avais pas été protégé et aidé par mes amis à Bruxelles, le docteur David Lipski, et à Marseille par mon ami professeur David Taeb, PhD, je serais mort depuis longtemps. Donc ces deux amis très chers, et quelques autres d'ailleurs encore aussi, hein. Nous citerons régulièrement deux exemples, sauf quand on a besoin d'en citer plus. Ils m'ont protégé, sinon je serais mort. J'en ai parlé dans mes vidéos de la semaine dernière, en détail. Nous y reviendrons un peu plus loin. Dans cette affaire, le docteur Serge Tuech a saisi le député belge, député fédéral, Benoît Pied-de-Boeuf. J'ai aussi saisi le député français Olivier Serval. Donc,
ça s'appelle la Chambre des représentants en Belgique et ça s'appelle l'Assemblée nationale en France, pour qu'ils interviennent qu'ils interrogent l'ordre des médecins sur les faits dans leur composante discriminatoire, puisque quand on parle de Ku Klux Klan, on parle de discrimination. Et que c'est un acte très barbare, beaucoup plus barbare que les actes barbares que nous voyons dans les pays musulmans. Chez les musulmans, quand on coupe la main de quelqu'un, quand on lui coupe le pied, c'est parce qu'on lui reproche, de manière, on a jugé, pour avoir volé un œuf. C'est un acte barbare. Mais ici, le Ku Klux Klan assassine les gens dans sa franc-maçonnerie en utilisant des faux députés tellement crétins, mais pour des actes que les gens n'ont pas fait. Ce député belge aurait dû donc déjà, que j'ai saisi le 19 mars, interroger l'ordre des médecins. Il l'a appelé à plusieurs reprises depuis, et je n'ai toujours pas de nouvelles, pas plus que je n'en ai de Olivier Serval en France. Le début de cette vidéo paraît un peu lent et nonchalant, mais nous avons beaucoup de précisions à apporter, parce que la franc-maçonnerie qui est dans notre adversaire ici s'appelle moqueur des derniers jours, et c'est eux qu'on appelle dans la Bible moqueurs des derniers jours, c'est-à-dire c'est des lions, des dragons qui sont déguisés en agneaux. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos, qui font semblant d'être là pour défendre la liberté de la femme, l'égalité de la femme. Bon, en France, il y a 100 avocats à la Cour de cassation. Mon affaire s'y trouve inscrite. J'ai saisi la Cour de cassation française. Il y a 100 avocats qu'on appelle avocats au conseil à la Cour de cassation. C'est comme des notaires. Il n'y a pas un seul noir parmi. Bon. Il y a 100 chirurgiens en transplantation à l'époque où je faisais ma formation, voilà, parmi lesquels il y a le fils de Balladur. C'est comme des notaires aussi, il n'y a pas un seul noir parmi. J'étais le seul noir et j'ai été expulsé par voie de fait. C'est ça la franc-maçonnerie. Et ça fait 20 ans que j'essaye de dire que non, voilà. Et personne n'a jugé l'affaire. L'affaire n'a été jugée nulle part en 20 ans. Bon, c'est même plus grave, j'ai exercé en Martinique en 2005 comme médecin urgentiste et smuriste et, à l'hôpital du Lamentin en 2005. Il n'y a pas un seul chirurgien dans cet hôpital, un chirurgien noir en Martinique au Lamentin. C'est même plus grave encore ailleurs, en Guyane, là où il y a Christiane Taubira. J'étais à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est quelque part là-bas en Guyane, français donc, et tu n'as pas un seul même médecin généraliste à l'hôpital de Saint-Laurent-de-Maroni. C'est tous des médecins qui viennent comme ça de quelque part. Tu n'as pas un seul médecin guyanais noir à Saint-Laurent-du-Maroni. J'y étais en 2003 et en 2009. Bon, ce que je dis c'est très très clair. J'ai pas vu là-bas même un seul médecin généraliste comme ça, noir à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Et ça, c'est la France. Et la République, c'est une république de la franc-maçonnerie, donc c'est des démons. Parce qu'ils parlent toujours de liberté, égalité, fraternité. Quand c'est comme ça, tu dois imposer un avocat noir à la Cour de cassation. Même de force, tu prends un crétin, à supposer que les noirs sont bêtes, tu prends même un bête noir, tu mets, comme ça commence. C'est comme ça que les Mitterrand faisaient auparavant. Il y avait un gros ministre noir qu'on appelait Kofi Niam Niam. Et puis, les chefs d'État ont fait comme ça pendant quelques années. Aujourd'hui, ils ne font même plus ça. Bon, c'est encore plus grave. Donc, j'étais à Saint-Benoît, en l'île de la Réunion. Là-bas non plus, tu ne trouves pas un médecin, un chirurgien noir, ni même un médecin généraliste noir, français, à l'île de la Réunion, à Saint-Benoît, ni même à Saint-Denis. Je parle de généralistes. Tous les médecins noirs que tu vois, ils viennent de quelque part, de Cuba ou de Belgique comme moi. J'étais noir belge. Voilà. Donc c'est ça les choses que nous sommes en train de traiter ici. Donc nous allons préciser sur cette image que nous voyons, donc en haut à droite, encadré avec le cercle noir et étiqueté numéro 1, on voit que mon article a été publié en juin 2003. C'est-à-dire il y a 17 ans. Il y a 17 ans. Et à cette époque-là, les CHU belges, tous les CHU belges qui font la transplantation hépatique, aucun n'avait même atteint 50 patients. Et moi, j'ai publié donc une série de 167 patients. En haut à droite, donc on voit juin 2003. Et la capture d'écran de l'hôpital Erasme montre qu'ils sont aujourd'hui à 200 transplantations adultes et enfants, c'est-à-dire à 150 transplantations adultes maximum. Et je répète, aucun des CHU belges n'a atteint ce chiffre-là aujourd'hui, c'est-à-dire 17 ans plus tard. Au milieu, numéro 2 encadré en jaune, on voit que donc ça s'appelle diabète mellitus, c'est-à-dire diabète sucré chez le patient transplanté.
C'est un article savant parce que les chirurgiens ne travaillent pas, ne parlent pas de médecine, ni d'immunologie, ni des choses dont je parlais. C'est d'ailleurs par une œuvre du Ku Klux Klan que j'ai dû faire cette publication tout seul. Parce qu'ils font des pétitions comme ça en secret. C'est quand l'année d'après, j'étais allé pour m'inscrire à l'ordre des médecins, que l'ordre des médecins m'a délivré une pétition signée par des équipes du Ku Klux Klan belge et des équipes du Ku Klux Klan local qui disaient que non, les médecins ne devaient pas participer à la publication. Ce qui fait qu'aucun des 19 chirurgiens du service n'y a participé. Et les équipes qui collaborent avec nous, comme les gastro-entérologues, les immunologues, etc., les intensivistes, un article comme ça, quand un service de ce niveau-là fait un article, c'est au moins 40 médecins qui y participent. Parce qu'après l'opération, les patients restent aux soins intensifs pendant plusieurs jours. Et les patients nous sont adressés par les gastro-entérologues parce qu'ils ont une cirrhose, des choses comme ça. Et il y a les immunologues qui participent, les radiologues qui font ce qu'on appelle la mise au point préopératoire et qui participent au suivi. Donc c'est 40 médecins qui auraient dû participer à cet article. Et c'est par une œuvre du Ku Klux Klan, c'est-à-dire pour tuer, c'est un assassinat. L'assassinat n'est pas forcément physique. Il y a plusieurs séquences. On peut assassiner professionnellement, ce qui est mon cas. Il n'est assassiné physiquement qu'après, parce qu'une fois qu'on écrit dans les articles, comme ils ont écrit, que c'est un fou, il n'a pas de diplôme, à chaque moment, on envoie une équipe de la police t'assassiner, de tirer même physiquement, et on dit que ouais, forcené, c'était barricadé. Alors, comme l'affaire n'a jamais été jugée ni en premier instant, ni nulle part à l'ordre des médecins, procureur du roi, personne, procureur de la République, procureur général, personne, nulle part. Donc quand on dit dans les journaux qu'un forcené s'est barricadé, on tape ton nom, on trouve que oui, il était fou, oui, il n'avait pas de diplôme, et que donc la police lui a tiré dessus, donc c'est un vrai forcené, c'est un vrai fou. Alors ça fait 20 ans que tu es en train de dire non, j'ai même pas été radié de l'ordre des médecins. Et c'était un complot. Parce qu'un journaliste, les journalistes ne savent qu'ils peuvent téléphoner à l'ordre des médecins, ça lui prend 30 secondes pour savoir si tu as été radié. Ils ont même accès aux banques de données judiciaires, des juridictions civiles et professionnelles. Un journaliste ne fait jamais une erreur pour raconter que tu as été radié, comme nous le voyons sur cet article ici. Donc un complot par définition. C'est des unités intégrées de complot. Donc le journaliste raconte un mensonge par lequel tu es assassiné socialement et professionnellement. Parce que pour dire un médecin, ça veut dire que tu es un mari du trou. Parce que tu couches avec une patiente, si tu tabasses même un patient, ou le mari ou la femme d'un patient, on ne te radie pas. On peut te suspendre, si c'est très très grave, on peut te suspendre de 3 mois ou 6 mois. Si tu vas en boîte, tu te bagarres, on ne te fait rien. Donc on dit que tu as été radié et que tu n'as pas de diplôme comme ils l'ont écrit dans les journaux, et que ça fait 10 ans que j'essaie de te faire juger ça quelque part, il n'y a aucun jugement. Et que tu n'as pas de diplôme. Donc c'est un assassinat professionnel et social qui permet après que donc, la police peut t'assassiner la nuit chez toi et dire que tu t'es suicidé. Et alors les mêmes journaux écrivent que oui, sa vie avait basculé, il s'est suicidé. On envoie une équipe, ils font ça régulièrement en France. Rue Delcrier dit, un forcené s'est barricadé et la police a tiré sur lui. Voilà. Et quand n'importe qui, n'importe où tape ton nom, il trouve que oui, tu étais effectivement fou et que tu n'avais pas tes diplômes et que donc la police t'a abattu parce que tu t'étais barricadé. Genre, ça veut dire ce que ça voulait même dire barricadé. Voilà, c'est là qu'on en est. Donc, précision, donc, mon article a été publié en juin 2003 en haut, encadré en noir, encerclé de noir, juin 2003. Et à cette époque, en juin 2003, aucun CHU belge n'avait même 50 transplantations hépatiques. Et au milieu, encadré, encerclé de jaune, numéro 2, on voit que ça s'appelle diabète médical, ça veut dire diabète sucré, c'est un sujet médical. Quand un chirurgien parle d'un sujet médical, ça veut dire que c'est déjà un petit savant. Sinon, un vrai savant. Et en bas, numéro 3, encadré en rouge, on voit donc, numéro 3, on voit 167. 167, c'est donc le nombre de patients que j'ai publié. Il faut faire ces précisions-là parce que les francs-maçons, on les choisit parce que c'est des crétins puissants. Je le dis parce que je sais. J'étais rosicrucien et martiniste et j'en parlais un peu plus loin. C'est des crétins puissants, on les choisit pour cette raison-là. Et c'est comme ça que l'humanité est détruite parce qu'ils sont incapables, même par eux-mêmes, de faire quelque chose d'intéressant. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà. Donc, aucun CHU belge n'a atteint 167 patients. Et quand vous demandez à un député de jouer son rôle de député, vous demandez à un juge de jouer son rôle de juge dans une affaire de ce niveau, vous voyez que c'est des cas entre les juges aussi, donc.
Si l'affaire n'a pas été jugée, parce que ce n'est pas des juges, c'est des gens qu'on prend parce que c'est des francs-maçons, et on les prend pas pour leurs compétences, on les prend pour leur haine, parce que c'est des cancres très très puissants, et qui ne sont pas même capables de juger même une petite affaire. C'est-à-dire de rendre même un jugement incompétent, que tu peux même dire que oui, c'est pas un bon jugement. Ils n'ont jamais jugé l'affaire à aucun moment donné. Alors que j'ai simplifié l'affaire, j'ai dit non, j'ai pas été radié. Voilà. Donc, ça dit qu'il n'a même pas besoin de faire une enquête, il tape juste les bases de données de l'ordre des médecins et il juge, hein, il dit oui, il n'a pas été radié, et puis c'est fini. Hein. Voilà, et ça n'a pas encore été fait. Très rapidement, pour terminer ce chapitre, nous reviendrons pour préciser les choses. Hein. Donc, je comprends bien qu'il y a des pièces en anglais et des pièces que ça va vite. Mais chaque pièce significative seront revues comme ça. Donc, pour terminer ce chapitre, voici la lettre de François Molins qui m'a écrit le 4 août, il y a donc 2 mois à peu près, et que j'ai reçu le 6 août. Donc, en haut, au milieu, on voit Cour de cassation. En haut, à gauche, on voit Parquet général. Et en haut, à droite, on voit Paris le 4 août 2001. Et juste en dessous, on voit Procureur général près la Cour de cassation. Donc, c'est François Molins. Hein. Et juste en dessous, on voit Docteur Serge Tuech, hein, avec mon adresse. Et puis, il met les références et tout. Il dit, la référence, on dit objet, votre courrier du 28 juillet 2021. Voilà, ce sont les lettres qu'on a vues. Et puis la référence en dessous. Et la lettre elle-même, c'est Monsieur, j'accuse réception de votre courrier du 28 juillet 2021, adressé à Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. Je vous informe qu'il n'entre pas dans les attributions du procureur général près la Cour de cassation d'enregistrer des dépôts de plainte, de diligenter les enquêtes pénales, de requérir l'ouverture d'une information judiciaire, de demander à des magistrats du parquet sur lesquels il n'a pas autorité hiérarchique d'y procéder. Il va à la ligne, il dit « En conséquent, je vous précise que je transmets votre courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux, compétent en la matière. » Et puis des formules de salutation signées tout à fait en bas à droite pour le procureur général, la secrétaire générale. Avec tout en bas l'adresse quai de l'horloge, c'est l'adresse à Paris de la Cour de cassation. Donc, ce qui m'embête ici, hein, voilà, je ne force pas les gens à faire quelque chose en dehors, mais dans une affaire comme celle-ci, en France, c'est pas la première fois qu'on enferme des gens dans les goulags. Hein. Il y a le professeur Giacomo qui a été enfermé en psychiatrie et qui estime que ce n'était pas justifié. Il y a le professeur Fourtenier plus récemment, et donc il y a moi. Donc c'est des gens qui ont tout à fait, qui pensent qu'ils ont tout à fait leur... qui sont pas fous. Ils pensent comme ça, ces gens-là. Moi, je pense que je ne suis pas fou. Et quand il y a des affaires spéciales comme ça, il importe aux juges, n'importe lequel des juges, de créer une intelligence pour juger ce genre d'affaires. Quand on vous enferme en psychiatrie, c'est un terrible complot dans lequel la police est impliquée, des journalistes, des médecins de l'ordre des médecins, etc. Ça devient une très grosse affaire. Et pendant votre hospitalisation, tu demandes des expertises pour dire que non, regarde, je me porte très bien. Et donc, tu passes devant 30, 40 experts qui disent tous que non, tu es faux. Moi, par exemple, ils ont dit il souffre d'un iozonosie ou quelque chose comme ça. C'est un trouble de la mémoire. Et puis, j'ai demandé une contre-expertise. Vous dites que non, c'est faux. Ils ont ajouté, en plus de la iozonosie, ils ont dit que tu souffres de délire paranoïaque. Puis j'ai dit non, c'est faux parce que j'ai motivé, que je vais demander une contre-expertise. Ils ont ajouté un troisième. Il y a une qui dit que tu souffres d'abolition des discernements. Donc, ça fait que tu as des trucs très fantaisistes, des juges fantaisistes. Tu passes devant 20 juges en première instance, qu'on appelle juge de liberté de la détention. Tu passes en appel devant une vingtaine de juges. Ce qui fait que, pour les raisons que tu comprends, l'affaire ne peut pas être jugée localement. Un procureur ne peut pas se prononcer sur une affaire où il y a 20 juges de son tribunal, du même tribunal comme ça, et même d'appel. En appel, un procureur général, il est en dessous du parquet des juges qui étaient en appel, qu'on appelle juges de référé de la liberté de la détention, qui sont en appel. Et tu es passé devant eux 10 fois ou 20 fois. Fourtenier, Giacomo, ils ont connu la même chose. Et un procureur local ne peut pas statuer en aucune façon sur une grosse affaire comme ça. Alors, parce qu'un procureur, c'est souvent un jeune juge, qui est relativement jeune, et que les gens qui sont en appel sont plus âgés que lui. Il ne peut pas dire quelque chose sur un magistrat du parquet général, c'est de la cour d'appel.
ne peut rien dire. Donc l'affaire n'est pas jugeable ici en bas. Et même si c'est des affaires pour lesquelles il n'y a pas déjà une séquence, une intelligence judiciaire, c'est à la Cour de cassation de la créer. Chirurgien, tu as les gens qui arrivent à reçu un coup de couteau, des choses inhabituelles, et c'est à toi de créer une technique opératoire. Hein. Il y a des maladies pour lesquelles tu dois créer quelque chose. Hein. Tu ne peux pas réfléchir comme ça bêtement. Hein. Tu renvoies le procureur de la République ne peut pas dire un seul mot sur une affaire comme ça. Tu as 20 médecins qui ont trempé dedans, qui ont dit que non, 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 hein, parce que c'est la franc-maçonnerie, donc chaque fois il agit pour défendre un frère, il n'est pas en train de rendre quelque chose d'intelligent, il est en train de défendre un frère qui a déjà fait un premier mensonge. Il n'est pas en train de casser un mensonge qu'un frère aux chrétiens, aux francs-maçons a donné. Hein. Donc au total, tu te retrouves avec 20 experts, et un expert c'est un médecin qui est psychiatre, psychiatrie c'est bac plus 10, bac plus 12, hein. Et donc un expert, c'est des gens qui font encore 1 an ou 2 ans pour devenir expert. Donc c'est de très très gros médecins, et quand tu as 3-4 experts, ça devient très 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 lourd. Parce que c'est toute la haute franc-maçonnerie, tu ne peux pas bouger ça comme ça, c'est un énorme complot. Donc je ne dis pas qu'il a le pouvoir de renverser un complot, mais tu ne peux pas raconter une histoire comme ça. Hein. Je répète, une appendicite, c'est une appendicite. Un chirurgien voit que c'est une appendicite. Mais quelqu'un qui a reçu un coup de couteau, plus une balle, ou des trucs compliqués, avec des fractures, c'est à toi de créer comment tu vas aborder ça. Hein. De décider un petit peu ce que tu vas faire. Tu ne peux pas réfléchir simplement, tu ne peux pas parler comme si on est en train de parler d'une appendicite aiguë. Hein. Il dit que oui, on a fait une radio et un scanner et on a opéré. Quand il y a eu un polytraumatisme, c'est toi qui dois définir les séquences. Et voilà. Parce que ce n'est plus simple. Alors là, il donne quelque chose de très simple, hein, de simpliste même. Et c'est vraiment en ce sens-là que c'est dommage. Hein. On n'est pas en train de chercher à faire l'injure. Hein. On n'est pas injurieux. Là, il faut parler d'une certaine façon parfois pour que les gens comprennent la gravité des choses. Mais ici, tu vois bien qu'il est en train de faire comme si un chirurgien parle d'une appendicite aiguë, alors qu'on est en face d'un polytraumatisme. C'est-à-dire quelqu'un, on lui a tiré 3 balles, il a sauté par la fenêtre, avec déjà 3 balles dans le corps, il s'est cassé en plus le col de fémur et la colonne vertébrale, en plus des 3 balles qu'on lui avait tirées et qu'il s'est défenestré pour fuir les autres balles qui allaient arriver. Ce qui fait que tu ne peux plus parler comme si c'est une chirurgie ordinaire. Donc je répète, tu as 10 magistrats hein, comme ça du tribunal de grande instance et 10 magistrats d'appel devant qui tu es passé pour dire que non, non, libérez-moi, je ne suis pas fou. Ils ont demandé chacun une expertise ou une contre-expertise. Tu as 20 experts qui sont trempés dedans et quand tu as saisi l'ordre des médecins pour faire condamner par l'ordre des médecins, soit les médecins hospitaliers qui te bourraient de médicaments alors que tu n'as rien, soit les médecins experts qui racontaient des histoires à dormir debout. Et ça fait que tu as donc localement, tu as l'ordre des médecins, le conseil d'appel, et les avocats ont trempé dedans. Mes propres avocats, on les a enrôlés comme ça dans la franc-maçonnerie et ils ont été d'accord quand on écrit dans les journaux que j'ai été radié. Hein. Donc tes propres avocats ont participé à l'affaire. Donc ça donne chirurgicalement comme si quelqu'un se trouve au 10e étage et sa femme ou son grand-père, quelqu'un lui tire dessus, un voleur, il tire dessus 3 balles et que pour fuir la 4e balle, il saute des fenêtres et il se retrouve par terre avec une fracture de la colonne vertébrale, une fracture du crâne et une fracture du col de fémur. Et en plus les 4 balles qu'il avait déjà reçues. Un chirurgien ne peut pas raconter une grossièreté comme ils m'ont raconté là. Un procureur ne peut pas statuer sur une affaire comme ça. Un procureur c'est quelqu'un qui n'a pas 40 ans. Parce que c'est après, quand François Molins, même, je crois qu'il est dans la quarantaine, hein, c'est un très bel homme en plus. Donc, il était d'abord qu'on appelle juge antiterroriste, et maintenant il a 50 ans quand il devient ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas le pouvoir, comme ça, à 40 ans, de parler sur des gens qui étaient au-dessus de lui, qui avaient 50 ans. Donc, procureur, c'est des gens qui ont 40 ans, et après tu deviens procureur général ou quelque chose, et tu ne peux pas bouleverser quelque chose. Tu peux prendre des décisions, type appendicectomie, mais tu ne peux pas maintenant bouleverser l'ordre local. C'est la préfète qui a organisé les tentatives d'assassinat concrètement. C'est elle qui organise aussi les trucs que j'ai appelés occupation, que quand forcené s'est barricadé. C'est le préfet qui organise ça. J'ai fourni quelques pièces, mais je commenterai les pièces les plus significatives. Je voulais juste clôturer ce chapitre-ci pour passer à autre chose. Donc j'avais saisi déjà le procureur de la République le 20 janvier, comme on le voit sur cette pièce-ci, le 22 janvier 2020. Et je n'ai saisi la Cour de cassation pour la première fois, après avoir saisi la Cour d'appel, la première présidente de la Cour d'appel, le 20 juillet 2020.
Donc, le procureur avait déjà prouvé depuis le 22 janvier 2020, on le voit sur ce document, hein. J'ai signé en haut à droite, j'ai mis la date 22 janvier 2020, et au milieu en haut, on voit le cachet du procureur. Quand tu déposes, ils te mettent un cachet, tu déposes en 2 exemplaires, ils te donnent un exemplaire, ils te mettent un cachet que tu gardes pour toi. Donc, on voit que c'était le 22 janvier 2020. Ils n'ont jamais jugé. Alors, je comprends bien qu'ils ne peuvent pas juger, c'est ça que j'explique ici. Mais toi, tu dois faire la procédure de cette façon-là. Tu ne peux pas saisir per primum un juge au-dessus, tu dois saisir toute la hiérarchie de cette façon-là. Et une fois que ça arrive en haut, ceux qui doivent comprendre, c'est un peu ce que j'essaye de dire là. N'importe quel chirurgien d'un village, hein, à Libourne, il n'y a pas beaucoup de gens. Quand tu fais ton footing, comme ça, tu es déjà en dehors du vignoble, alors que tu n'as même pas fini tes étirements. Hein. Il y a 15 000 habitants à Libourne. Hein. Mais un chirurgien là-bas, je faisais du SMUR là-bas, je travaillais à Libourne. Tu ramasses des gens, comme ça, des enfants parfois qui ont roulé en voiture le samedi, qui ont bu un peu et puis se sont cassés la tête, hein, ou se casser quelque chose. Quand tu amènes le chirurgien, il réfléchit pas comme si c'était une appendicite aiguë. Alors que là, il a réfléchi comme si c'était un divorce. Hein. Que dans un couple normal, ils ont divorcé. Alors que, je répète, ici, il y a 10 juges de première instance et 10 juges d'appel qui ont mouillé dedans. Donc, ils ont dit que oui, tu es fou. Tu as 10 médecins hospitaliers qui t'ont donné des médicaments terribles, hein, qui risquent chacun de ces 10 médecins hospitaliers la radiation à vie. Chacun des 10 experts risque la radiation à vie. Bon, c'est pas une affaire qu'on peut juger localement. C'est un petit peu ça que j'essaie d'expliquer. J'espère que j'ai été clair. Une appendicite aiguë, on parle à n'importe qui comprend ce qu'on est en train de faire. Mais les polytraumatisés, tu peux même pas expliquer aux gens jusqu'à ce qu'ils comprennent que la stratégie que tu as prise, puisque c'est des stratégies. Parfois même tu commences comme ça et puis la rate explose alors que tu croyais qu'elle va tenir. Et bon, tu es obligé d'arrêter là-bas et d'aller régler la rate qui a explosé au cours de l'opération. Ce qui fait que tu peux même pas. Voilà, c'est ça un polytraumatisé. C'est tout un art qui est différent. Donc quand tu arrives, je vois un procureur, François Moulins, qui était juge antiterroriste. Hein. Juge antiterroriste, c'est une terrible intelligence qu'il est supposé avoir. Et tu vois qu'il est en train de réfléchir là comme un chirurgien du village. Hein. Mais c'est terrible en cela. Hein. Juge antiterroriste, hein, on appelle ça juge bulgaire, et tu le voyais comme ça sur sa tête. Il était impressionnant. Hein. Et quand il parlait à la télévision, ce genre-là. Et parfois, hein, comme ça, avec les Anne Sinclair et les gens, et tu vois, tu étais impressionné. Mais là, tu vois comment il raconte une histoire terrible. Je répète, tu as 10 juges de première instance et un procureur, même s'il y avait que les 10 juges de première instance, il ne peut pas statuer. C'est une affaire que on comprend qu'il faut délocaliser l'affaire. Même l'ordre des médecins localement ne peut pas statuer sur une affaire comme ça. Et comme c'est des affaires nouvelles, les gens qu'on enferme en psychiatrie, on appelle ça l'ère de l'antéchrist, qu'on appelle la grande tribulation, abomination de la désolation. C'est nouveau. Et c'est à des juges de ce auteur-là, quelqu'un qui est supposé avoir été juge antiterroriste, tu dois avoir une terrible intelligence. C'est des gens qui écrivent des livres, tu vois même le titre du livre, tu es impressionné. Voilà. Un juge antiterroriste, il devient procureur, il raconte une connerie comme ça. Mais le préfet, le procureur ne peut pas juger le préfet. Donc même une affaire seule avec le préfet, le procureur ne peut pas juger. Je parle d'une affaire grave, je ne parle pas d'une affaire administrative. Si le procureur t'écrit 44 menaces de mort, comme j'ai dit, le procureur ne peut pas juger ça. Voilà. Le préfet seul. Le procureur ne peut pas juger. Alors moi j'ai fait des requêtes sur une page, si je reviens en technique pour écrire comme ça, pour qu'ils comprennent que voilà, j'ai reçu 44 menaces de mort du préfet. Que séquestration, empoisonnement, hein, pendant 2 ans. Donc ça veut dire que tu as 20 médecins hospitaliers, 20 médecins experts. Un procureur ne peut pas juger ça. Une affaire comme ça ne se juge jamais localement. Et un juge antiterroriste comprend ça d'office. En conclusion, le docteur Serge Tuech est médecin belge, diplômé de l'Université libre de Bruxelles le 29 juin 1994, avec distinction 78%, et il a été sélectionné par l'Université libre de Bruxelles pour faire une spécialisation en chirurgie de l'année 1994 à l'année 2001. Cette année pendant laquelle j'ai payé un minerval de 270 000 francs belges. C'est la monnaie belge qui avait à l'époque, l'euro n'étant arrivé qu'en 2002.
Alors, à l'issue de mes 7 années de formation, je n'ai pas pu recevoir mon diplôme de chirurgien comme tous les autres candidats spécialistes. Donc, tout le monde a reçu d'office son diplôme et moi, je n'ai pas reçu. Et j'ai saisi le recteur de la faculté, le doyen de la faculté et les autres autorités de l'université par lettre recommandée, accusée de réception à plusieurs reprises. Et ils n'ont jamais répondu. Et ils ont paralysé toutes les procédures en justice qui auraient pu permettre que je rentre dans mes droits pour les raisons que nous avons dites jusqu'à présent en rapport avec le professeur Jean Grasseski Jonas Frolin qui dirige donc une grosse unité de Ku Klux Klan extrêmement puissante qui a créé toute l'affaire que nous avons décrite jusqu'à présent. Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi. Sur cette pièce, on le voit très bien. En haut, au milieu, Conseil supérieur de la magistrature. En haut à gauche, référence 2020-170-S. En haut à droite, Paris, le 3 août 2020. La lettre que je reçois donc du Conseil supérieur de la magistrature, écrite dans cette date. La lettre que je lis, monsieur, par lettre du 22 juillet 2020, vous avez saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte sur le fondement de l'article 50-3 de l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 portant la loi organique relative au statut de la magistrature. Elle a été enregistrée sous le numéro, donc on va à la ligne et puis elle a été enregistrée sous le numéro 2020-170-S. On va à la ligne à nouveau, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Votre réclamation va faire l'objet d'un examen par la commission d'admission des requêtes de la formation compétente. Voilà les lignes. Vous serez informé des suites données à votre requête. Voilà la ligne. Je vous prie, monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. Signé Pauline Jolivet, secrétaire générale adjointe. Et tout en bas à gauche, monsieur Serge Tuich, et avec mon adresse. Donc, nous sommes dans une démarche républicaine. Je reproche donc au fait que donc, en réalité, j'ai saisi le tribunal de Bordeaux et la cour d'appel de Bordeaux et la première présidente de Bordeaux, mais chacune des 20 décisions rendues par le juge des libertés de la détention rendues en première instance, il y a chaque fois un magistrat du parquet qui représente le procureur, qui représente donc l'État. Donc il y a un juge assis et le juge qui est debout vient du parquet. Et en appel, c'est la même chose. Il y a un magistrat du parquet général, il y a un juge assis et un juge qui représente le ministère public, qu'on appelle avocat général. C'est pas un avocat, mais il vient pour représenter le procureur général. Donc il y a 20 juges et 20 juges qui viennent du parquet du procureur de la République, qui ont donc approuvé, qui ont dit d'une personne saine d'esprit et visiblement même parfaitement plus intelligente que cette personne est folle. C'est pour cette raison-là qu'ils ne pouvaient même pas juger l'affaire et qu'ils ne peuvent toujours pas la juger aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans les services, il y a des staffs tous les matins et le procureur de la République est responsable de toutes les décisions que les gens, ils sont ils sont substituables et indivisibles. Donc, les décisions rendues par chaque chose que une personne du ministère public dit, ils sont tous solidaires de ce qui a été dit. Et le procureur de la République est responsable de ça. C'est pour aussi cette raison, techniquement juridique, que François Molins a fait une erreur même plus grave que ce que j'ai pu décrire. Parce que donc il y a 20 magistrats venant du parquet de procureur de la République qui ont participé aux 20 décisions rendues en première instance dans cette affaire-ci. Et donc c'est même plus grave ce que j'ai dit sur François Molins, c'est plus grave. Ça veut dire que plus de la moitié, c'est-à-dire du tiers ou de la moitié des juges du parquet, du procureur, ont participé aux 20 décisions rendues en première instance, sous la responsabilité du procureur, qui ne peut pas se dédire, qui ne peut pas juger ces personnes-là. On ne se juge pas soi-même. Sur cette pièce, nous voyons que le journal de Morgan, qui est l'un des 3 plus gros quotidiens
journaux belges, a parlé de l'affaire le 17 avril 2000. En haut, il y a 4 lignes. En haut, on voit dans le site de De Morgan, c'est-à-dire www.demorgan.be. C'est le site de ce journal. Et le titre de l'article, c'est Un zwarte chirurgien. Zwart veut dire noir, chirurgien noir. Et puis la 3e ligne, c'est 17 avril 2000. Serge Tuèche, je lis la ligne Serge Tuèche, brillant chirurgien, 1994. Et puis la 4e ligne, diplôme. Je ne peux pas produire l'intégralité de l'article sans leur autorisation. Mais c'est des choses que nous ferons un peu plus tard. Je produirai aussi des audios que j'ai eu avec les députés ou avec leurs attachés parlementaires et des autres pièces de cette nature-là, afin que des contestations stupides n'aient pas lieu. Donc, et les pièces de procédure se trouvent au Conseil d'État, à la Cour de cassation en Belgique et en France, à l'Ordre des médecins en Belgique et en France, soit au Conseil départemental, soit au Conseil régional, soit au Conseil national, et dans les autres endroits que vous pouvez imaginer, c'est chez le procureur et partout. C'est-à-dire des pièces, est-ce qu'il est inscrit à la faculté, est-ce qu'il a eu un diplôme, des choses comme ça, tout ça se trouve au Conseil d'État et partout en France. Le Ku Klux Klan, qui est donc la franc-maçonnerie, est une religion, et c'est une religion de la haine, et c'est l'ennemi de la République, hein. Et c'est une haine éternelle et c'est une haine gratuite, exactement comme me l'expliquait mon ami David Taeb. À l'époque, il faisait son DEA pour son PhD à Marseille. Donc, il m'expliquait que c'est une haine éternelle. Il essayait de ne pas me faire peur, mais il voulait que je comprenne ça parfaitement. Et c'est une haine gratuite parce que sinon, lui qui est Ashkenaz ne serait jamais venu vers moi. Donc, si les imprécations de mort qu'on a faites contre moi et le complot, c'était parce que j'étais antisémite par exemple, il ne serait pas venu vers moi, puisqu'il est Ashkenaz. Il est venu et il m'a défendu au péril de sa vie. David Taeb PhD, voilà, qui est un brillant médecin, un savant. Il était déjà un savant à l'époque, il est encore aujourd'hui. Il m'a défendu au péril de sa vie. Et David Lipski, qui est aussi un savant belge, depuis 94, m'a défendu aussi, parce que je suis innocent. Sinon, il ne se serait pas opposé à sa communauté, à sa famille, à sa synagogue pour me défendre. Si j'avais été, par exemple, on raconte des choses comme ça, antisémite. Ou si j'avais été coupable d'autre chose, il ne serait pas venu me défendre. Il m'a soutenu tout le temps. David Lipski n'a pas besoin de moi. Je suis quelqu'un de très réservé, de très timide, et j'étais quelqu'un de très insignifiant à l'époque, et je le suis toujours aujourd'hui. Il n'a pas besoin de moi, il est de la plus grande famille. Dans le mois dernier, j'ai dit la plus grande famille ashkénaze de Bruxelles, mais je voulais dire la plus grande famille ashkénaze de Belgique. Et David Lipski lui-même, c'est un très bel homme, très très vaillant, et il n'a pas besoin de moi. Je suis quelqu'un de très discret, même de très timide. Voilà, donc... Alors, il est venu vers moi, il a toujours été à mes côtés, c'est même lui qui a payé mon procès au Conseil d'État en 2004. L'Université libre de Bruxelles est donc coupable de tromperie aggravée, d'escroquerie aggravée, de racisme aggravé, de discrimination aggravée, de fraude aggravée. Hein. Quand tu payes un Minerval comme j'ai payé pendant 7 ans, tu dois t'attendre au moins qu'on te rende une décision. C'est-à-dire qu'on te dise que non, monsieur, tu es trop crétin, tu ne mérites pas d'être chirurgien. Qu'on te donne une décision, qu'on te dise ce que tu dois faire. On peut te dire que tu as échoué, tu dois passer une deuxième session. Mais il n'y a aucun de ces cas-là. Michel Gelin, crétin, qui est le président actuel de la licence de chirurgie, de la chaire de chirurgie à l'ULB, c'est aussi un cancre. Donc la franc-maçonnerie est mauvaise pour ça, parce que donc elle c'est l'ennemi de la République, parce qu'elle crée des injustices de manière très scientifique et institutionnelle, comme j'ai tenté de le décrire, et elle installe partout, ça s'appelle l'abomination de la désolation. Donc quand je vois un policier, c'est un faux policier à 100%, parce que grâce au suicide policier, ils ont tué tous les bons policiers qui existaient. Donc chaque policier que tu vois, c'est un crétin surpuissant. Quand tu vois François Molins, c'est un crétin, hein. Donc j'explique quelque chose qui est totalement nouveau, séquestration, empoisonnement, c'est très très nouveau. Bon, le crime n'est pas nouveau en lui-même, c'est quand ça devient institutionnel. Voilà. C'est comme si, tu vois, à Marseille, quand j'étais à Marseille, on tirait déjà sur les gens avec des kalachnikovs. On dit que oh, c'est des règlements de compte. Bon, on ne dit pas que c'est normal,
Mais si la même chose se passe aujourd'hui et qu'ils utilisent une arme au laser qu'ils ont pris chez les Américains, et quand même peut-être que l'armée française n'a pas. Donc tu dois voir que un juge important comme François Monès a compris que c'est quelque chose de nouveau. On ne te fait pas un copier-coller d'une vieille loi, comme ça bêtement. Hein. Donc tu vois, c'est un faux procureur, c'est donc dû être un faux juge antiterroriste. Hein. Et c'est en cela que le pays est en danger. Parce que si le juge antiterroriste est même un crétin, un faux juge, plus bête que Jacques Attali, ou plus bête que Emmanuel Macron, ça s'appelle l'abomination de la désolation. L'Université libre de Bruxelles, qui donc me doit 10 millions d'euros d'arriérés d'honoraires de chirurgien, et c'est ça que j'essaie de conquérir, mais je dois répondre à chaque crétin qui a pensé qu'il devait participer à l'affaire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis donc en conflit contre l'Université libre de Bruxelles. Nous avons établi dans cette vidéo jusqu'à présent que la République est fausse. Il s'agit désormais d'une affaire d'État. Donc une affaire d'État en France, une affaire d'État en Belgique. Et nous avons prouvé jusqu'à présent que la République est fausse, puisque les législateurs sont faux. Nous en avons cité un ou deux. Et nous allons le prouver dans la suite des séries de vidéos que nous faisons. Les juges sont totalement faux. On ne dit pas qu'il a rendu un jugement qui est faux, on dit qu'il est faux en tant que juge, dans son essence de juge, en tant que juge lui-même, et qu'il est même incapable de rendre un jugement, même mauvais jugement, parce qu'il est faux intrinsèquement, c'est ça qu'on dit. Les députés sont faux intrinsèquement, les juges sont faux intrinsèquement, et l'exécutif aussi est faux, en tant que la République est fausse, comme nous allons l'établir. Le Ku Klux Klan est donc faux. C'est quelque chose de mauvais et c'est une création d'Albert Pike, qui est un Ashkénaze, qui est le père de la franc-maçonnerie. Il est aussi l'auteur, créateur, inventeur du Ku Klux Klan, Albert Pike, Ashkénaze, et il est aussi l'auteur, inventeur de tous les rites de la franc-maçonnerie qu'on appelle les rites écossais, anciens, modifiés, tout ce que vous voulez. Tous les rites sont écrits par Albert Pike et la franc-maçonnerie devient fausse aussi pour cette raison-là. Qu'on appelle tueur d'hommes, hein, sorcellerie, tueur d'hommes, assassin, meurtrier, dans le livre de la sagesse, chapitre 12. C'est une sorcellerie, mystère, sorcellerie, tueur d'hommes, assassin, meurtrier, tueur d'êtres sans défense. Hein. Donc ce sont des tueurs. Dans la franc-maçonnerie, c'est des tueurs. C'est parce que les gens qu'on a enrôlés sont des crétins et qui sont incapables de le réaliser. Ce sont des tueurs. On appelle ça tueur d'hommes, extorsion. C'est une religion qui est décrite, la religion d'Antéchrist qui est décrite dans Ézéchiel, chapitre 22, qu'on dit usure, extorsion. Une technique d'extorsion. Tu es le meilleur chirurgien belge en 1996, le 6 juin 1996, les 100 candidats spécialistes, c'est-à-dire les étudiants chirurgiens qu'on appelle en France internes en chirurgie, ont passé un examen national le 6 juin. J'étais premier hein, au niveau national. Hein. On trouve ça au ministère de la Santé en Belgique. Hein. Donc toutes les pièces se trouvent aussi au ministère de la Santé. Tous les X temps, ils scannent les pièces et ils les conservent sous forme archivée. Au ministère de la Santé en Belgique, au ministère de la Santé en France, toutes les pièces se trouvent archivées. Il n'y a aucune pièce qui a disparu. Hein. N'importe quelle personne peut aller trouver toutes les pièces qu'on dit. Dans le docteur Tuech n'est pas seulement un savant aujourd'hui. Et en 1996, en deuxième année de spécialisation, j'étais le premier sur 100 chirurgiens. Il s'agit donc de 100 candidats chirurgiens. Et personne au monde ne fait ce que je fais. Vous allez en Chine, là, ils sont 1,5 milliard là-bas. Personne ne peut publier même une série de 3 patients, même une série de 10 patients. C'est très très difficile. Il faut mélanger au minimum 50 données du patient donneur de la greffe, 50 données du patient receveur de la greffe, et peut-être une cinquantaine de données de suivi. Le traitement qu'il reçoit, les rejets de greffe qu'il a fait, ce que tu as donné quand il a fait un rejet. Et voilà, tu dois analyser 150 données, chaque donnée individuellement. Chaque donnée en les croisant. Voilà. Et personne ne sait faire ça. Il n'y a personne en Chine. Hein, on dit que les Chinois sont forts en mathématiques. C'est un gros mensonge, la franc-maçonnerie. Hein. Les statistiques, c'est la franc-maçonnerie. C'est les Chinois, c'est les mathématiques. Tu vois, dans chaque faculté, en mathématiques, tu trouves 100 Chinois. S'ils sont intelligents. Tu prends un transplanteur chinois, tu dis d'analyser une série de 3 patients. Alors, ça fait 150 données pour les 3 patients et de dire quelque chose d'intelligent. Il ne peut pas. Hein. Donc, la République est fausse, c'est ça que nous allons établir et démontrer par la suite.
et mettre fin, si c'est nécessaire, à cette fausseté, et afin d'obtenir la justice, hein, parce que c'est désormais à la République et aux institutions que nous attaquons de démontrer le contraire de ce que nous disons. Par exemple, qu'un juge serait vrai, qu'un policier le serait aussi, ou qu'un législateur quelconque l'est. Et donc, l'université en question n'est pas fausse. C'est-à-dire que je n'ai pas été étudiant là-bas et que c'est un délire que je suis en train de dire. Donc, sinon, ce que cette université me doit 10 millions d'euros, l'affaire est aussi enregistrée à la Cour du travail de Bruxelles. Il y a eu le tribunal de travail, Cour du travail, et il n'y a jamais eu un jugement rendu par cette Cour du travail. Et toutes les pièces se trouvent dans ces juridictions-là. Ça ne disparaît jamais, hein. Les choses ne disparaissent pas. Ça n'existe pas la génération spontanée, et inversement, les choses ne disparaissent pas. L'Ordre des médecins, Conseil national de France est saisi aussi. Très rapidement, nous allons lire rapidement. Dans cette pièce, en haut à gauche, on voit Ordre des médecins, Conseil national de l'Ordre, en haut à gauche. À droite, en haut, on voit Paris, on voit Dr Serge Tuech, la lettre qu'ils m'ont envoyée. Et en dessous, on voit Paris le 19 novembre 2020. En haut à gauche, en dessous de l'Ordre des médecins, on voit Dr Anne-Marie Trarieux, présidente de la section éthique et déontologie. Et en dessous, on voit section éthique et déontologie, service des plaintes, avec plusieurs chiffres qui sont la référence de chez eux. Objet, en dessous, on voit objet à gauche, objet plainte. Et voilà le corps du texte qu'ils m'ont écrit. Monsieur et chers confrères, par courrier du 5 novembre 2020, vous m'avez fait part de votre nouvelle plainte à l'encontre des docteurs Benoît Berthe et Arnaud de Jésus, exerçant à l'hôpital de Cadillac. Donc, c'est qu'on se va à la ligne. Je transmets votre correspondance à toute fin utile aux conseils départementaux de Gironde et de Corrèze, de l'Ordre des médecins, au tableau desquels ces médecins respectifs sont inscrits, afin qu'ils prennent attache avec vous et donnent les suites appropriées. Bon, formule de salutation. On va à la ligne. Je vous prie d'agréer, monsieur et chers confrères, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Signé Dr Anne-Marie Trarieux, président de la section éthique et déontologie. Il va mettre plusieurs trucs en dessous pour me dire l'adresse des conseils de l'ordre où elle a envoyé les plaintes avec leurs emails et tout, et leurs adresses postales. Donc ça c'était, j'avais déjà, donc comme on voit dans cette lettre, j'avais déjà saisi l'ordre des médecins jusqu'au conseil national. J'ai saisi le conseil départemental, comme on le voit sur cette pièce, en septembre 2019 déjà. Et c'est monté au conseil régional, puis au conseil national, et ça tourne en rond. Donc si quelqu'un est fou, ou si quelqu'un saisit l'ordre des médecins et que ce n'est pas fondé, l'ordre des médecins répond. Donc on interroge le médecin, il dit voilà, on lui a prescrit l'aspirine et il a fait un malaise. Il est fâché, il porte plainte. Et on dit, ouais, on envoie au médecin, le médecin dit oui, je lui ai prescrit l'aspirine, il a fait un prurit et machin, et je lui ai donné, je peux du Zyrtec ou un truc, un antihistaminique pour que ça s'arrête là. Et on explique au patient que oui, ça arrive dans 1 pour 1000 ou 1 pour 1 million de cas, que ça donne, l'aspirine donne un prurit, qu'on se gratte, ou quelque chose comme ça, et puis ça s'arrête là. Donc à une plainte, on porte plainte et qu'on interroge le médecin et que le médecin ne se souvient pas de ce qu'il a fait, ça veut dire qu'on est dans tout ce que nous venons de dire, un complot. Si un patient est fou et qu'il a les diagnostics, les 3 diagnostics qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire anosognosie, délire paranoïaque et abolition du discernement, les 2 médecins là, c'est les 2 médecins hospitaliers. Il y en a un autre à Bordeaux, il y a quelques autres. Ça c'est ce que voilà, il répond. Il dit il y avait un délire paranoïaque et j'ai prescrit ceci. Et ça s'arrête là. Et l'ordre médecin me répond en disant que oui, dans telle maladie, on prescrit cela. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute. Et l'affaire s'arrête là. Donc si ces médecins n'ont pas répondu jusqu'à la date d'aujourd'hui, et si l'affaire médicale ordinale, si la plainte ordinale n'a pas été jugée, ça veut dire que c'est moi qui suis en train de dire la vérité. En fait, il faut comprendre qu'ils ont posé une faute médicale la plus grave et qui risque dans la radiation à vie. Et c'est même encore plus grave parce que ça relève des assises. Une séquestration s'entend comme quelqu'un qui a été enfermé quelque part. C'est comme les otages, les prises d'otages.
Donc c'est tout de suite beaucoup plus grave. Et puis empoisonnement, c'est comme une tentative d'assassinat avec facteur aggravant. Parce que les médecins, c'est des toxicologues. Un médecin, c'est un toxicologue même plus dangereux qu'un pharmacien. Parce qu'il connaît les médicaments beaucoup plus qu'un pharmacien. Et cette connaissance-là, ça lui sert, selon son serment d'Hippocrate, à soigner les gens, pas à tuer les gens. Voilà. Donc s'il empoisonne les gens dans sa fonction de médecin, c'est une faute très très aggravante. C'est beaucoup plus grave qu'un viol. C'est beaucoup plus grave qu'un viol aggravé. Ça commence comme une tentative d'assassinat avec toutes les aggravations qu'on a. Et tu peux attraper jusqu'à 15 les assises directement. Tu peux attraper jusqu'à 15 ans de prison, comme ça, dans une affaire comme ça. C'est ça le tableau de l'affaire. Donc, François Molins a faux dans la forme et dans le fond. Parce que si un patient va à la police, il dit on m'a violé, et tu le renvoies chez lui pour chercher même sa pièce d'identité, sans avoir attrapé le suspect qui dit qu'il a violé, ça veut dire que tu es en train d'assassiner la personne. Hein? Donc si une personne va en tribunal, à la police, dit on m'a violé, tu racontes une connerie, tu le laisses sortir, ça veut dire que son violeur va l'assassiner. Hein? Or le viol, tu as juste 3 ans de prison ou 4 ans de prison. Hein? Ou 5 ans maximum dans les viols aggravés. Hein. Or, c'est comme ça, quand tu vas dans un commissariat, tu dis on m'a violé, tout de suite on va attraper la personne d'abord, avant même de continuer à t'écouter. Parce que tant que la personne est en liberté, il risque de violer d'autres personnes, et tu ne peux pas sortir même du commissariat tant que la personne n'a pas été enfermée. Or, François Molins est en train de renvoyer l'affaire ici pour que je me fasse assassiner purement et simplement. Hein. Parce que rien que les médecins risquent jusqu'à 15 ans de prison. Une radiation, c'est-à-dire à vie, veut dire que si tu sors même dans 30 ans, tu as 60 ans, tu ne peux pas exercer non plus. Parce que c'est la faute la plus grave dans la forme et dans le fond qu'un médecin peut faire. Ça, c'est pour parler de la partie médicale. J'ai saisi d'office, le jour où j'ai saisi la Cour de cassation, donc, dès que l'affaire est sortie de Bordeaux, j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature, parce que les juges ont commis la même faute que les médecins. Les juges là, les médecins, la faute des médecins est même moins grave, parce que ça n'existe pas, ça n'apporte pas atteinte à la structure, au squelette, à l'armature de la République. Alors que quand un député, c'est-à-dire le législatif ou un exécutif ou le judiciaire, c'est ça le squelette de la République. Il y a un pouvoir judiciaire, et ici on ne peut pas comme ça à 100, tu ne peux pas trouver 20 juges qui sont en train de faire un complot et contre l'État, hein, c'est pas contre moi. S'il existe en France même un seul hôpital quelque part dans la France où on enferme des gens comme ça de manière bizarre, arbitraire et dans un complot avec les juges, etc., les médecins et des choses, et la police, et les juges judiciaires, ça veut dire que c'est grave, pas parce qu'il y a un policier, mais parce qu'il y a un pouvoir judiciaire qui est en train de tramer un complot. Et le complot, c'est pas contre un boulanger ou contre un médecin que je suis, c'est contre la République. Parce qu'eux, ils sont là pour garantir la République. Les médecins pas. Donc, la faute des médecins a beau être grave, ça ne touche pas le squelette de la République, alors que la faute des juges touche la République. Ils sont en train de comploter, pas contre moi, contre la République. Tu dois être sûr qu'un juge est en train de rendre justice. Si 20 juges, même seulement de manière hypothétique, ont participé à un complot de cette nature-là, c'est un complot contre l'État. Hein. C'est pas comme si tu as corrompu un juge pour qu'il te rende isolément comme ça un jugement en faveur, non. C'est-à-dire qu'il y a 20 juges judiciaires et 20 juges du parquet, c'est-à-dire qu'on appelle le ministère public. Le ministère public représente la police, c'est-à-dire il représente l'État, il représente la loi. Donc quand un policier attrape quelqu'un, c'est le parquet et le ministère public qui continuent le travail de la police, qui disent le droit, qui disent qu'il faut lui donner 1 an parce que... Donc c'est ça le parquet. Il y a 20 personnes du parquet qui ont comploté pour que cet hôpital psychiatrique, qui est un faux hôpital, continue à exister. Et donc, ces juges, quand j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'office, c'est-à-dire le même jour, le 20 juillet 2020, quand j'ai saisi le Conseil d'État, à la Cour de cassation, j'ai saisi en même temps le Conseil supérieur de la magistrature parce que j'avais saisi la première présidente à une dizaine de reprises et elle n'a pas statué. Et j'ai expliqué que c'était une suspicion légitime pour les raisons que j'ai dit jusqu'à présent. Et elle n'a jamais statué. La première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, elle n'a jamais statué. Et c'est donc elle que j'attaquais. Je n'attaquais même pas le procureur, parce que si tu commences à citer 30 juges, ça, ou 20 juges, en première instance, 20 juges en appel, ça fait psychiatrique même parfois. Non, je n'avais cité que la première présidente.
qui n'avait pas satisfait ma demande de suspicion légitime. La suspicion légitime tenait sur ce que je viens d'expliquer là, c'est-à-dire que 20 magistrats judiciaires et du parquet en première instance et 20 magistrats de la cour d'appel et du parquet général en appel, c'est-à-dire 40 magistrats de Bordeaux avaient participé à ce qu'il faut appeler un complot. Hein, voilà. Et ce n'est pas un complot contre un homme parce que c'est un peu technique, c'est un complot contre la République parce que ils représentent l'État. Voilà. Alors que les médecins ne représentent pas l'État. Et que le purement crétin médecin Didier Raoult est en train de détruire le pays parce qu'il fait croire qu'il représente quelque chose. Un médecin ne représente pas une autorité. Si Emmanuel Macron veut faire un vaccin, c'est pas ça qu'un médecin doit faire, comme Didier Raoult fait. Je dois demander aux patients de porter plainte pour que le pouvoir judiciaire agisse. Depuis 3 ans, il est en train d'égarer les gens parce qu'il n'y a pas, le judiciaire ne s'est pas encore assez prononcé sur cette affaire. Et c'est vraiment dommage. C'est en ça qu'il est un crétin et un traître, hein, Didier Raoult. Ça n'existe pas de pouvoir médical. Un médecin n'est pas là pour rendre l'altérité à un législateur ou rendre l'altérité à l'exécutif ni à un juge. Je suis en train de faire un travail privé ici. Mais en tant que médecin, si j'étais en train d'exercer, si un juge décide quelque chose, si l'exécutif décide quelque chose, si c'est mauvais pour le patient, je l'écris à l'ordre des médecins pour que l'ordre des médecins intervienne. Je demande à un patient qui a subi le préjudice, qui est mort du traitement ou qui est mort du vaccin, de porter plainte. Et le pouvoir judiciaire fait son travail. Je prends ce que j'essaie, je donne au législatif. On ne garde pas la parole et on égare le peuple comme ça. Il donne des cours de microbiologie, des choses très compliquées sur Internet et ça, il ne faut pas le faire. Pour parler un petit peu, mais nous reviendrons là-dessus, de la psychiatrie, il y a 2 formes de psychiatrie, hein. Il y a 2 maladies psychiatriques, 2 formes de maladies psychiatriques. Il y a les psychoses. Chaque fois que j'ai dit fou, ça voulait dire psychose. Je ne voulais pas embrouiller les gens avec des termes trop techniques. Fou veut dire psychose, c'est des maladies qui touchent l'esprit, la pensée, le cerveau. Alors que les névroses, comme la dépression nerveuse, c'est des maladies beaucoup plus connues, ça touche l'âme, l'affect, le cœur. L'affect, voilà. C'est-à-dire l'amour qu'on a de soi ou qu'on a d'autrui. Ça donne la dépression nerveuse, ces maladies-là. Les psychoses qu'on appelle chez fou, c'est les psychoses. Aujourd'hui, on a des antipsychotiques extrêmement puissants qui permettent de faire disparaître les symptômes à plus de 90% et que les gens peuvent retourner même travailler. Hein. Donc, en tant que médecin, si tu es fou, tu ne nies pas que tu es fou. Hein. Tu prends un médicament et tu retournes travailler. C'est tout. Donc, un patient qui nie sa folie avant, qui nie sa folie pendant et qui nie sa psychose après, c'est-à-dire avant, pendant et après, ça veut dire que pendant le traitement et après le traitement, ça veut dire qu'il n'est pas fou. Hein. Bien. C'est pour cette raison-là, je répète, qu'ils n'ont pas jugé l'affaire nulle part. Parce que voilà. Les médecins, c'est un art très très précis. Toutes les médecines, hein, en cardiologie, c'est très précis. Quand tu donnes un traitement, le patient peut ne pas comprendre le traitement peut avoir un effet secondaire grave, peut même tuer un patient. Alors, on porte plainte et tu réponds. Tu dis j'avais prescrit ceci, et le patient est mort. Et tu expliques que oui, même tu prends la notice, tu envoies, tu dis qu'il a 1 pour 1000 ou 1 pour 1 milliard de cas, ce traitement tue les gens. Mais tu étais obligé de prescrire ça parce que c'est un anti-arythmique et que tu avais déjà donné 2 anti-arythmiques avant et que ça n'a pas marché et que tu étais obligé de donner celui-là ou de rajouter celui-là à celui-là et que voilà, il en est mort. Hein. Mais ça s'arrête là. On téléphone, on écrit au patient, on le convoque et on lui explique ça. Dans la médecine, tu n'as pas une obligation de résultat, tu as une obligation de moyens. Voilà. Donc, ça n'existe pas. Hein. Il y a 2 possibilités. Qu'un patient peut nier sa maladie avant le traitement. Un jour, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas traîné, il prend un traitement parce que, par exemple, il est passé à l'acte et que la police l'a attrapé, le préfet, le maire, le procureur, on l'a obligé, on l'a interné, hein, qu'on appelle l'hospitalisation d'office, et donc il a reçu le traitement. Et tout de suite, il se sent mieux, il dort mieux, et toutes sortes de symptômes, tous les symptômes disparaissent, et pendant son hospitalisation, il ne nie plus sa maladie. Parce qu'il voit très bien qu'en prenant le traitement, il dort, il mange, il ne parle plus, il est calme, il est même prêt à retourner travailler. Alors qu'il y a toutes sortes de symptômes comme ça, il était hyperkinétique, il ne pouvait pas aller travailler, il ne pouvait plus travailler. Il délirait par exemple, il ne pouvait pas travailler parce qu'il délire. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité c'est que il existe des maladies psychiatriques dans lesquelles tu es même savant. Donc tu peux garder une intelligence normale. Dans toutes les autres maladies psychiatriques, l'intelligence est abolie. Et donc c'est ce qu'ils m'ont donné comme diagnostic d'ailleurs. Dans ce cas, tu ne peux pas écrire des livres et faire des vidéos comme je fais. Hein.
Les 4 livres qui sont sur Amazon. Et donc, ça, si tu écris des livres, ça veut dire que tu es dans une forme de maladie psychiatrique dans laquelle l'intelligence est conservée. Et ça ne correspond à aucun des 3 diagnostics qu'ils m'ont donné. Moi, donc, dans le premier cas que j'ai pris, j'ai nié ma maladie avant et pendant que j'étais hospitalisé. Et après, c'est-à-dire maintenant, je suis toujours en train de la nier. Et ça, ce cas-là n'existe pas parce que quand on te donne le traitement forcé, quand tu es hospitalisé, eh bien, tu te sens mieux et tu ne nies plus ta maladie. Parce que tous les symptômes de la maladie disparaissent. Et tu te sens parfaitement mieux, tu es guéri, tu deviens normal. Donc pendant l'hospitalisation, tu ne nies pas ta maladie, ce qui fait d'ailleurs que tu sors 3-4 jours après. Hein. Parce que tu vas bien et tu dis oui, je prends le traitement et tu prends ton traitement. Hein. Et la deuxième possibilité, c'est dans des maladies psychiatriques très rares dans lesquelles l'intelligence est conservée, voire même augmentée. Et ça correspond à aucun des diagnostics qu'ils m'ont donné. Donc nous sommes dans une procédure qui est très fausse et qui est très très grave. Parce que dans ce que j'ai dit, je suis parfaitement en droit de dire ce que j'ai dit de François Molins, ce n'est pas du tout une injure, parce qu'il est solidaire du préfet et de la procureure pour m'assassiner. Parce que ces gens, tout le monde, c'est-à-dire les 40 juges que j'ai cités, risque la radiation aussi de la magistrature. Même plus que les médecins, hein, c'est parce que ça devient technique, je ne suis pas juge, donc je ne peux pas dire des choses sans que je puisse... je ne veux pas non plus embrouiller les gens avec des trucs juridiques que je ne maîtrise pas. Les médecins risquent la radiation parce qu'ils ont posé une faute professionnelle, mais les magistrats, c'est la même faute professionnelle qu'ils ont posée, aggravée du fait qu'ils représentent dans la République un vrai pouvoir. C'est-à-dire que tout le monde, 70 millions de Français, comptent sur eux pour être un contre-pouvoir de ce que Macron dit, c'est-à-dire l'exécutif, ou un contre-pouvoir de ce que le législateur dit. Si on découvre que c'est la moitié des juges d'un parquet, c'est-à-dire de tout Bordeaux, ont comploté contre la République, ce n'est pas un complot contre un homme. Ils sont d'accord avec une intelligence diabolique pour que des personnes d'un genre, hein, pour une raison quelconque, qu'on les attrape, comme j'ai cité, un Fourtenier, Jacomo. Hein. Je sais pas ce que c'est des personnes célèbres qu'on les cite, mais il y a des gens, hein, il y a des boulangers, c'est une technique d'expropriation, c'est d'extorsion. Tu es boulanger, tu as 3 boulangeries. Moi, j'avais 3 immeubles à Bruxelles. Hein. Voilà. À Charleroi, hein. J'avais une voiture V6, 6 cylindres. Hein. Donc, si on te fait des trucs comme ça, parfait, ta voiture est liquidée aux enchères et des frais de formation les achètent. Hein. Des trucs d'extorsion. Bon, quand quelqu'un est célèbre, on en parle, mais tu as les boulangers, ça leur arrive aussi. Hein. Tu es un peu un taximan, tu as 3 taxis, 3 sociétés de taxis, on te fait un truc comme ça, paf, paf, on te met en psychiatrie, on vend tes taxis aux enchères. Hein. Voilà, on appelle ça extorsion. Et on ne peut pas faire ça avec la complicité d'un juge parce que ça devient, ce n'est plus, c'est beaucoup plus grave, ce n'est plus un complot contre une personne, c'est un complot contre l'État parce qu'un juge est là pour, comme un pouvoir, un des 3 pouvoirs de la République, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Quand un juge fait un complot, quand plusieurs juges font un complot, ils sont en train de faire un complot contre l'État. Voilà. Et donc, dans mon cas, il y a 40 juges qui sont passibles de radiation. Ça devient donc une très 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 grosse affaire. Parce que si 40 juges ont même fait seulement une petite faute, c'est une faute contre la République. Et c'est terriblement grave. Et le préfet représente localement la République. Hein. Il représente directement Emmanuel Macron. Il représente la police, il représente la gendarmerie. Hein. C'est pas le commissaire. C'est le préfet qui dirige les opérations de police. Hein. Voilà. Et de gendarmerie. Hein. Donc, si un seul préfet fait une faute, c'est une affaire d'État très très grave. C'est un complot contre l'État, c'est jamais un complot contre une personne. Hein. Parce qu'il représente l'État. Je parle d'une faute de cette nature-là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a enfermé 3 ou 4 personnes dans cet hôpital-là, peut-être 10 personnes, et que ça devient contre la France qu'il a fait ces choses-là. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça la gravité de l'affaire. Et quand je parle librement de François Molins et des autres personnes dont je vais parler, c'est parce que la faute est de cette gravité-là. À Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, Bordeaux, le 4 octobre 2021. Requête en suspicion légitime, article 662 du Code de procédure pénale. Numéro 1. Le docteur Serge Tuech a été abusivement hospitalisé
en psychiatrie à l'hôpital Charles Perrens et hôpital de Cadillac du 27 novembre 2014 au 1er décembre 2016. Sans cause ni fondement. Pièce numéro 1. Point. À la ligne. Cette séquestration empoisonnement du docteur Serge Tuech dans le but de faire disparaître ses travaux sur le territoire de Gaza est fait avec la complicité de 80 magistrats du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Bordeaux, dont Madame la Première Présidente, et pour lesquels le Conseil supérieur de la magistrature est saisi le 20 juillet 2020. Pièce numéro 2. Point. À la ligne. Numéro 3. Les 40 décisions et arrêts rendus en première instance et en appel impliquent chaque fois la participation d'un juge assis et d'un juge debout, ce dernier représentant le ministère public, parquet du procureur de la République et du parquet général, qui sont indivisibles et substituables et ne peuvent plus aucunement connaître la présente cause, la présente procédure dirigée contre eux-mêmes. Il y a donc 40 magistrats judiciaires et 40 juges du parquet. 40 juges judiciaires et 40 juges du parquet. Pièce numéro 3. Point. À la ligne. Numéro 4. La complicité de 20 médecins hospitaliers et experts, pour lesquels aussi le Conseil de l'Ordre des médecins est saisi et auquel il est reproché, ainsi qu'aux magistrats, la conception du faux diagnostic de abolition du discernement et psychose paranoïaque et anosognosie, pièce numéro 4. Point. Point à la ligne. Numéro 5. Ces diagnostics sont définitivement fantaisistes, puisque les 10 travaux du docteur Serge Tuech sont publiés dans 4 livres sur Amazon, ainsi que sur Facebook et sur divers sites web, accessibles gratuitement par tous. 2 points. vk.com/tuech7 et vk.com/tuech10 et vk.com/tuech144. Point à la ligne. Numéro 6. La publication de 4 livres sur Amazon n'est pas possible en présence de ce triple diagnostic. Point à la ligne. Numéro 7. La faute reprochée aux 80 magistrats et 20 médecins hospitaliers et experts est donc manifeste et caractérisée, justifiant la présente action contre Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, saisie à 5 reprises de demandes en suspicion légitime. Pièces numéro 5 et 6. Point à la ligne. Numéro 8. Ces 80 magistrats ainsi que ces 20 médecins risquent la radiation ASI de la magistrature pour les premiers et la radiation ASI de l'ordre des médecins pour les seconds, ayant les uns et les autres commis la faute professionnelle la plus grave, tant dans la forme que dans le fond. Point à la ligne. Numéro 9. C'est dans ce contexte que le docteur Serge Tuech reçoit des menaces de mort sur son téléphone portable de la part de la préfète de Gironde. Pièce numéro 7. Point à la ligne. Numéro 10. Ces 80 magistrats, dont la moitié du ministère public, ainsi que Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, sont aussi passibles d'un procès devant la cour d'assises pour les 10 faits. Point à la ligne. Numéro 11. C'est ainsi que les correspondances écrites et téléphoniques du docteur Serge Tuech sont interceptées et volées et détruites, y compris les requêtes à la Cour de cassation des 27 janvier 2020 et 20 juillet 2020 et 9 novembre 2020 et 22 mars 2021, pièce numéro 8. Point à la ligne. Numéro 12. La présente requête est adressée à Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux par lettre recommandée accusée de réception selon les dispositions de l'article 662 par cours du Code de procédure pénale. En sorte que Madame Chantal Arens, Première Présidente de la Cour de cassation, prendra aussi toute mesure utile, y compris la désignation d'office d'un avocat au Conseil pour la mise en état de la présente procédure, qui vise
le dépaysement de la présente cause pour l'avoir jugé de manière effective devant la cour d'assises et le conseil de l'ordre des médecins et toute autre juridiction professionnelle et pénale. Point à la ligne. Signé Dr Serge Tuech avec mon adresse.